Donc, merci d'être venu un dimanche matin à ce très sérieux débat sur la complexité et l'émancipation. Alors, comme je parle le premier, je me présente, je suis Louis Weber, je suis l'éditeur d'Espace Marx, disons, qui m'occupe de l'édition des livres d'Espace Marx, entre autres choses. Et puis Janine, qui est l'auteur du livre et qui va être l'objet de nos discussions. Janine a été, mais quand on a été une fois, le reste, professeur de microbiologie à l'université de Rouen. Donc par la force des choses, c'est toujours intéressé à la philosophie des sciences, qui depuis quand même maintenant le déterminisme newtonien a beaucoup avancé, a beaucoup évolué, est sorti de la linéarité, c'est-à-dire la simplicité en quelque sorte, pour entrer dans des relations de cause à effet beaucoup plus complexes, avec des mouvements divers, des bifurcations, des retours en arrière, ce qui fait aujourd'hui le commun de la réflexion dans les disciplines scientifiques. Mais là où c'est plus original, c'est que Janine, comme elle est aussi une militante politique, elle a élargi cette réflexion au champ social et notamment au champ politique. Et c'est ça qui est l'objet principal du livre, donc qu'elle va présenter en 3/4 d'heure, c'est le tarif, sauf si elle s'épuise avant ou si vous l'arrêtez. Donc, Janine, à toi. Oui, effectivement, vous pouvez m'arrêter. Plutôt, si je ne suis pas claire, parce que pour ce qui est de la discussion, je pense que c'est mieux, effectivement, qu'on discute à la fin. Oui, alors, en fait, c'est ça, ce livre s'articule finalement autour de l'idée en quoi consiste notre activité de communiste. Eh bien, une énorme partie de notre temps de militants, c'est de comprendre les événements et d'argumenter. Alors, quand on argumente, on s'aperçoit que la forme de pensée qui est celle de tout le monde, la pensée, le sens commun, disons, convient pas, et souvent inadapté, et souvent on a recours, consciemment ou inconsciemment, à une autre forme de pensée, à d'autres formes de pensée. Sauf que, dans la mesure où c'est implicite, il est difficile de le partager et même de l'enrichir, d'en être conscient. Donc, le but de mon livre, c'est d'essayer de mettre à la disposition des militants ce qui, dans l'avancée récente des sciences, peut les aider comme outil de pensée, comme outil d'argumentation, comme outil de compréhension du monde. Alors, je ne vais pas vous faire le résumé de ce livre, évidemment. Je vais faire un exposé, en exposer en 3 parties. Tout d'abord, je vais essayer de vous montrer pourquoi on doit se préoccuper de la manière dont on pense et des dangers, des formes de pensée du sens commun, de ce que j'appelle la pensée dominante. Ensuite, j'essaierai, alors là, ça va être presque rien, parce qu'on n'a pas le temps, en fait, ce serait très grand, très long, de vous dire ce que j'appelle la pensée du complexe, et puis ce que j'appelle la pensée dialectique du complexe comme outil politique, et ça je le ferai sur un exemple qui n'est pas dans le livre, ce sera autour de la Grèce. Alors tout d'abord, pourquoi devons-nous nous préoccuper de la manière dont nous pensons ? Ça n'est pas naturel. La manière dont nous pensons n'est pas quelque chose qui est universel, unique et naturel. La manière dont nous pensons est issue de toute une série d'étapes philosophiques, ça remonte même à Aristote, qui ont été, je ne dirais pas fossilisées, mais qui ont été, qui sont passées dans le sens
courant pour en faire cette façon dont on pense. Et ceux qui sont les plus caricaturaux dans cette manière d'utiliser la pensée, ce sont les médias dominants. Là, on retrouve toutes les difficultés qu'on peut avoir. Alors, je vais essayer de montrer en quoi ça consiste, en montrant l'origine. Donc, comme je vous disais, ça commence avec Aristote, avec la notion de tiers exclu. Hein, le tiers exclu, quelque chose est soit vrai, soit faux. Bon, ça paraît évident, sauf que voilà ce que ça donne politiquement. Si l'URSS a échoué, c'est que le communisme est impossible, ou que le marxisme est faux. Si il est difficile de penser les transitions autrement qu'en tout ou rien, est-ce que la situation actuelle, ou bien elle est complètement différente de ce qu'elle était avant, disons, ce qu'on appelle la révolution informationnelle, ou bien est-ce qu'elle est complètement pareille, parce que le capitalisme a toujours été comme ça, et qu'il continue à être toujours comme ça. Bon, en réalité, on voit bien quand on discute, on est bien obligé de penser autrement, de montrer qu'il y a toujours de l'ancien dans du nouveau, et qu'il n'y a pas que les ruptures existent, mais qu'elles ne suppriment pas complètement l'ancien. Ça, c'est complètement difficile à faire passer dans le sens commun. Il y a le principe de non-contradiction. Vous savez, le fameux A est A et non A. Hein. Alors voilà, on est pour ou contre l'Europe. La France, on l'aime ou on la quitte. La droite ou la gauche, au lieu de quelle Europe, quelle gauche. Évidemment, ça dégénère aussi en dualisme, et le bipartisme, le système présidentiel en France, n'est pas pour rien pour accentuer cette caractéristique de la pensée, hein, avec toute la théorie des deux camps, etc. Et puis, étape ultérieure, c'est le manichéisme, l'empire du mal, la xénophobie, les racismes, les tous pourris, enfin bon, on peut en avoir comme ça. Après, on passe à Descartes. Alors c'est pareil, hein, je ne dis pas que c'est la philosophie d'Aristote, la philosophie de Descartes, mais la manière dont ces modes de pensée se sont calcifiés dans ce sens commun. Alors Descartes, ce qui vient de Descartes, c'est la pensée analytique. Hein, on connaît quelque chose en analysant chacune de ses parties. Et quand on a écouté les médias sur la Grèce récemment, la manière dont ils ont toujours présenté une petite chose, par exemple, le plus dont je me souviens bien, ils présentaient les fils devant les guichets des banques, mais ils n'expliquaient pas le rôle de la BCE pour asphyxier les banques. Donc, présente une chose à la fois bien séparée de l'ensemble. Et naturellement, il y a aussi le fait que toute la théorie économique est souvent ce qu'on appelle le homo economicus, hein, c'est une société composée d'individus égoïstes en compétition les uns avec les autres. Et puis ça amène au statique, parce que quand on analyse, on tue, on supprime le mouvement. Et là, on y reviendra, c'est la fin de l'histoire, c'est le fameux Tina de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative, tout est bloqué, tout est terminé, circuler, il n'y a plus rien à voir. Et puis il y a aussi la notion de nature humaine, hein, la nature humaine éternelle, a toujours été comme ça. Et puis il y a même les mathématiques. Toutes les mathématiques toutes celles qu'on en prend, hein, au lycée, classe jusqu'au lycée, c'est des mathématiques linéaires. Linéaires, c'est-à-dire que il règne la proportionnalité. Un effet est toujours proportionnel à sa cause. Ça, c'est linéaire. Alors, les processus, quand il y en a, sont vus comme une chaîne d'événements successifs. Par exemple, on va vous dire, on nous a dit, Kadhafi, c'est un tyran, voilà. On tue Kadhafi, il va y avoir la démocratie en Libye. Je caricature à peine ce qu'on nous a raconté à ce moment-là. Vous voyez, c'est cette pensée que toutes les choses sont séparées, bien analysées et en chaîne de succession linéaire. Ce qui amène à chercher la cause unique
ou première des événements. L'ennemi, c'est-il l'impérialisme américain ou bien les marchés mondialisés? Donc on est encore dans le dualisme, hein, comme tout à l'heure, mais en plus, il y a la chaîne linéaire, on cherche l'origine et après tout découle linéairement. La hiérarchie. Une action collective nécessite un meneur. Par exemple, quand il y a eu les révoltes des banlieues, il fallait un meneur. Bon, c'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Hein? Ou alors, quand on assassine un chef, on supprime une rébellion. Ils n'arrêtent pas d'assassiner les chefs de Daesh et des machins comme ça, puis quand ça a supprimé quoi que ce soit. Donc, ce mode de pensée nous a été inculqué finalement depuis l'enfance et, comme je disais au début, en tant que militant, on est souvent amené à penser autrement. Alors, dans la tradition communiste, on a la méthode dialectique. Malheureusement, la dialectique a subi des tas d'avatars, à la fois liés à l'histoire interne du communisme avec le stalinisme, et puis liés au fait qu'elle est tout à fait opposée à l'idéologie dominante. Et même au sein du parti, elle a encore besoin d'être réappropriée, souvent. Mais bon, moi, je n'ai pas le temps de m'étendre dessus, donc je ne parlerai pas de cet aspect-là, si important soit-il. Mais il y a une autre source d'inspiration qui provient de ce que j'appelle la révolution du complexe, qui est une révolution scientifique dont je vais vous parler maintenant, qui conduit effectivement, à mon avis, à une autre forme de pensée qui peut nous aider considérablement et qui d'ailleurs n'est pas du tout opposée à la dialectique, bien au contraire, elles sont tout à fait compatibles. Alors, qu'est-ce que j'appelle la pensée du complexe? Donc pour moi, c'est un mode de pensée, je dis pour moi parce que il n'y a pas de livre, enfin c'est pas quelque chose qui a été théorisé pour le moment, mais c'est quelque chose qui est en train de se faire à partir des milieux scientifiques et qui diffuse. Donc ça émane de ce que j'appelle la révolution scientifique du complexe. Alors qu'est-ce que c'est une révolution scientifique? C'est pas quelque chose qui va tout balayer, mais c'est des modifications dans les théories, dans les concepts, et la caractéristique de celle-ci, qui date, disons, qui s'est vraiment épanouie dans les années 1970, hein, bien qu'elle ait des précurseurs bien avant, c'est qu'elle est à notre échelle. La révolution quantique, par exemple, est à l'échelle de l'infiniment petit, la relativité, l'échelle de l'infiniment grand. La révolution du complexe est à notre échelle. Elle concerne des processus qui peuvent être petits, qui peuvent être grands, mais qui peuvent être à notre échelle, qui peuvent être de notre taille. Et pour ça, elle est finalement, on en retrouve la nécessité dans presque toutes les disciplines des sciences dures et des sciences de l'homme et de la société. Hein. Ça a démarré avec les mathématiques et la physique, mais ça s'est étendu à la biologie, à la sociologie, à l'économie, à la géographie, au droit. Donc on retrouve ces modifications, ces nouveautés, ces nouveaux concepts, un peu dans toutes les sciences. Et pourquoi? Parce que ce sont des concepts qui concernent essentiellement les interactions entre les objets. Donc les objets des sciences sont très différents, mais les types d'interactions que ces objets peuvent avoir entre eux sont donc complexes. Donc on va voir en quoi ça consiste. Et dans la mesure où ça peut concerner toutes les sciences, eh bien ça peut aussi concerner les modes de pensée en politique. Donc ça, c'est aussi ce que je vais essayer de plaider. Alors, je vais vous donner une rafale de mots qui va vous montrer que vous connaissez, vous avez entendu parler d'un certain nombre de ces avancées, d'un certain nombre de ces nouveautés, mais naturellement, je ne vais absolument pas les détailler. Alors, chaos, fractal, intelligence artificielle, pensée complexe, science des systèmes complexes, science des réseaux, système dynamique non linéaire, systémique,
théorie des catastrophes, théorie des niveaux, thermodynamique des structures dissipatives, on oublie peut-être. Donc, vous voyez que c'est très large, et donc, en dépit de cette diversité, il y a une cohérence. Donc, cohérence qui permet de parler de révolution scientifique, qui introduit ces nouveaux concepts. Alors, qu'est-ce que sont ces nouveaux concepts? Bon, naturellement, il faudrait beaucoup plus que les 3 quarts d'heure qui me sont alloués pour vous les présenter. J'ai essayé de les présenter un peu rapidement et de façon sans mathématiques dans ce livre. Je vais vous les nommer et simplement définir ceux qui vont m'être utiles par la suite. Alors tout d'abord, il y a le concept de système dynamique. Un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction. Et un système dynamique réfère au fait que ce sont les interactions entre les éléments qui sont cause de l'évolution du système. Hein, le système évolue en fonction des interactions à l'intérieur. Bien sûr, l'extérieur est important aussi, mais ce qu'on appelle un système dynamique, c'est ça. Alors, les systèmes dynamiques, on en connaît depuis toujours, mais tant qu'on ne pouvait travailler qu'avec les systèmes linéaires, on faisait bien, on avait des bonnes manières de les utiliser. On a même envoyé des fusées dans la Lune avec ces systèmes-là. Mais depuis donc la naissance, en fait, même le début de cette révolution du complexe, on a pris à bras le corps des interactions non linéaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire des interactions non linéaires? Je vous ai dit, linéaire, c'est proportionnel. Non linéaire, c'est justement non proportionnel. Prenez un tube de ketchup, vous savez, une bouteille, là, on la renverse, elle tombe pas, puis tout d'un coup, plouf, tout tombe. Ou bien, vous essayez de pousser un gros rocher, vous n'y arrivez pas, vous appelez un collègue un peu plus costaud, il pousse, il n'y arrive pas, vous mettez à 2 et hop, ça part. Hein? Donc, on n'a pas une proportionnalité entre l'effort et l'effet. On a des effets de seuil, on a des effets de coopération. Donc, on est dans le domaine du non-linéaire. C'est donc un domaine qui nous est parfaitement familier, en fait. Simplement, je crois qu'encore maintenant, jusqu'au niveau du lycée, même au-delà, on n'apprend pas à le gérer mathématiquement. Donc on est toujours dans la proportionnalité. Mais en réalité, dans la vie courante, on est beaucoup plus souvent dans la non-linéarité que dans la linéarité. Donc, un système dynamique non linéaire, c'est un système dans lequel un certain nombre au moins des interactions entre les éléments du système sont non linéaires. On présente des effets de seuil, on présente des effets de coopération, des choses comme ça. Alors il se trouve que quand on a étudié, en mathématiques, en physique, quand on a étudié le comportement de tels systèmes, on s'est aperçu qu'ils avaient des comportements assez différents de ceux des systèmes habituels, des systèmes linéaires où il y a de la proportionnalité. Le plus bel exemple que je connaisse, c'est la mayonnaise. Hein, vous touillez, et vous avez quelque chose qui est un peu liquide, vaguement visqueux, mais quand même assez liquide. Et puis tout d'un coup, hop, ça prend dans tout le bol. Et ça, c'est un comportement qui n'a rien à voir avec, par exemple, l'eau qui bout. Hein, à 100 degrés, vous maintenez de l'eau, et la quantité de vapeur d'eau est proportionnelle au temps où vous avez chauffé. Plus vous chauffez, et plus la quantité d'eau qui s'est évaporée est grande. Dans la mayonnaise, non. Au début, plus vous touillez, il ne se passe rien, et puis tout d'un coup, ça y est, tout s'est passé. Vous voyez? Voilà, ça, c'est un type de comportement qui nous est encore une fois très habituel, parce que si tout le monde n'a peut-être pas fait de la mayonnaise, tout le monde en a mangé. Hein, mais qui correspondent en fait à des comportements qu'on peut travailler de façon mathématique, qu'on peut simuler sur ordinateur et qui concernent un très très grand nombre de systèmes. Alors ces types de comportements, ils sont nombreux, je ne vais pas vous parler de tous,
Vous avez entendu parler du chaos déterministe, c'en est un de ces types de comportements. Si vous voulez, celui sur lequel je vais m'étendre dans l'exemple, donc je vais vous en parler un petit peu, c'est ce qu'on appelle la multistationnarité. C'est-à-dire qu'un système linéaire auquel on est habitué, il évolue, puis il arrive à ce qu'on appelle un état stationnaire. Un état stationnaire, c'est par exemple la baignoire qui se remplit à la même vitesse qu'elle se vide. Ça bouge, hein, c'est pas immobile, mais le niveau de la baignoire reste toujours le même. Donc ça, c'est un état stationnaire. Et bien, dans les systèmes non linéaires, il peut y avoir, pour le même système, il peut y avoir plusieurs états stationnaires. Alors, encore une fois, une image, hein, ça n'a rien à voir avec un système dynamique, mais une image, une ligne de partage des eaux, les deux bassins versants. Si l'eau tombe d'un côté du col, elle va alimenter la rivière qui est de ce côté. Si elle tombe de l'autre côté, elle va alimenter l'autre. Et puis si elle tombe juste sur la ligne de partage des eaux, il y a un certain nombre de petits garçons qui se sont beaucoup amusés à ce genre de choses, eh bien on ne sait pas vers où elle va couler. Hein? Voilà, donc ça c'est là. Alors dans un système dynamique, c'est pareil. Vous avez des conditions de départ où le système va évoluer d'une certaine façon, qu'on appelle un bassin d'attraction. Il va aller vers un attracteur, vers un système relativement stable, et en partant d'un autre point, il va aller dans un autre système relativement stable, et donc le système a plusieurs états possibles. Au lieu d'en avoir un seul, il y en a plusieurs possibles. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et en plus, on a montré que pour qu'un système ait comme ça plusieurs états possibles, il fallait que dans les interactions entre les éléments, puisqu'encore une fois, ce sont les interactions entre les éléments qui conduisent à ces comportements, il fallait qu'il y ait ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, un cercle vicieux par exemple, hein, quelque chose qui va s'accentuer au fur et à mesure que ça marche. Ça peut aller du côté positif, on va appeler ça un cercle vertueux, ou du côté négatif, un cercle vicieux. C'est de toute façon une boucle de rétroaction positive. Voilà, dernier point important, dont je n'aurai pas eu l'occasion peut-être de reparler, mais dont on parlera peut-être en discussion, c'est ce qu'on appelle l'auto-organisation. Je vous ai dit tout à l'heure, dans le système littéraire, il y a forcément un leader, un chef d'orchestre. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se fait globalement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui commande. Eh bien, non, il y a des systèmes où il n'y a pas quelqu'un qui commande. L'exemple biologiste qui a été très, très étudié, c'est les fourmis. Il n'y a pas la reine des fourmis, elle ne donne pas des ordres, hein, c'est une pondeuse, c'est tout. Et les fourmis s'auto-organisent, les abeilles s'auto-organisent. Mais un embouteillage, c'est une auto-organisation. Dans un embouteillage, vous n'avez pas une diminution. Si la vitesse moyenne est 2 km à l'heure, vous n'allez pas tout le temps à 2 km à l'heure. Vous êtes arrêté, et puis vous partez à 10-20 km à l'heure, qu'on appelle les ventres, puis vous vous arrêtez. Donc il y a une auto-organisation dans un embouteillage. Voilà, j'en dis pas plus parce que pas le temps. Donc, ce que j'appelle la pensée du complexe, ou même la pensée donc, dialectique du complexe, la pensée du complexe, c'est donc quelque chose qui utilise toutes ces notions-là comme on utilisait les notions de la linéarité ou de la proportionnalité. Quand on vous dit que l'effet d'une manifestation est proportionnel au nombre de gens qui sont dans la manifestation, évidemment c'est pas vrai, mais quand on vous dit ça, vous n'avez pas le sentiment qu'on est en train de plaquer des mathématiques de façon indue sur de la politique. Vous trouvez ça complètement normal, c'est un mode de pensée qui est habituel. Eh bien, dans notre mode de pensée complexe, l'auto-organisation devient quelque chose qui va commencer à devenir aussi quelque chose d'évident. Voilà, une révolte des banlieues, il n'y a pas forcément des meneurs. Ça, il y a aussi la notion d'émergence. Enfin, j'en ai beaucoup, j'en ai toute une liste, on pourra, si vous voulez, revenir dans la discussion, j'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà, cette pensée du complexe, c'est l'utilisation, pas n'importe comment,
pas à tout prix, il y a des effets linéaires, il y a des effets, il n'y a pas à essayer de rendre complexe ce qui ne l'est pas. Mais il est tout à fait malheureux de penser en termes linéaires ou simplistes ce qui est complexe. Donc voilà, c'est une série de concepts qui permet de mieux appréhender ce qui est complexe. Et dans le monde actuel, avec la mondialisation, avec Internet, la quantité des interactions est devenue infiniment plus grande et le monde est devenu effectivement plus complexe, avec beaucoup d'interactions non linéaires qui font que ces notions-là vont nous être utiles pour comprendre le monde. Alors cette pensée du complexe, pour moi, elle a deux étapes. Une première étape qui est déjà énorme, c'est... Oui, j'aurais essayé de vous dire, moi je l'ai déjà un petit peu dit, qu'il n'y a pas d'antinomie avec la dialectique. Il y a un livre qui a été fait essentiellement autour de Lucien Sèvres, qui s'appelle Émergence, complexité et dialectique, qui est sorti en 2005, je crois, chez Odile Jacob, qui résultait d'un séminaire qu'on a eu avec des scientifiques de Rouen et Lucien Sèvres, où il a montré comment les principaux concepts comme émergence, comme d'autres dont je n'ai pas parlé ici d'ailleurs, sont compréhensibles justement avec la dialectique et pas avec la logique formelle, pas avec la logique aristotélicienne ou cartésienne, etc. Alors, donc, c'est pour ça que je parle d'une pensée dialectique du complexe, même si je n'ai pas... Le titre du livre. Ah, pardon. Pardon. Émergence, complexité et dialectique. Merci. Chez Odile Jacob. Donc, pour moi, ça consiste en deux étapes. Une première étape, c'est un choix, c'est une décision. C'est une décision de considérer un phénomène, non pas isolé, mais dans son contexte, dans le système auquel il appartient, ou plus exactement, dans un ou plusieurs des systèmes auxquels il appartient. Parce que dans la plupart des cas, il n'y a pas un seul système. Vous prenez un animal, vous pouvez le considérer comme un système en lui-même, avec toutes les interactions entre les parties. Vous pouvez le considérer comme la viande de boucherie, et donc dans tout le système de la chaîne alimentaire humaine ou la chaîne alimentaire animale, etc. Bon, donc, il y a le choix, la décision de considérer quelque chose comme un système, et il peut y avoir ensuite le choix du système qui ne va pas être décidé à partir de la pensée du complexe, mais à partir, par exemple, si vous êtes persuadé qu'il y a une lutte de classe, eh bien vous n'allez pas choisir le système de la même façon que si vous pensez qu'il n'y a pas de lutte de classe. Donc il y a tout un côté partisan, prise de parti, matérialisme historique si vous voulez, et à partir qui va permettre de faire le choix du ou des systèmes, mais la pensée du complexe, c'est la décision de considérer les éléments dans leur système. Je vous donnerai tout de suite l'exemple sur lequel je pense on va pouvoir discuter tous. Et puis il y a une deuxième étape. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans cette première étape, par exemple, on peut mettre tout le travail d'Edgar Morin, si on veut. C'est cette façon, ça a beaucoup d'implications. Le fait de faire ça a beaucoup d'implications. Mais il y a une deuxième étape qui est, ce que je vous ai dit tout de suite, d'utiliser, quand c'est nécessaire, utile, possible, un ou des concepts de cette révolution scientifique, de ce qu'on appelle les systèmes complexes. Alors, avec le problème, vous en parlez tout à l'heure, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Je disais, à mon avis, on a tout aussi le droit de le faire que de parler de la proportionnalité, et c'est tout aussi dangereux, parce qu'il faut bien sûr vérifier que ce qu'on fait, on ne fait pas n'importe quoi. Mais on le fait pour tout. L'exemple que je vous donnais sur la manifestation, on l'entend dire et on sait bien que c'est faux. Alors, j'ai toute une série d'exemples, mais je crois que je ne vais pas faire ça, je crois que je vais en donner un.
Et puis, éventuellement, dans la discussion, on reviendra sur la manière d'utiliser tous les concepts dont je vous ai parlé. Mais je vais plutôt faire le contraire et vous parler donc d'un exemple avec la Grèce. Voilà. Dès le 13 juillet, on a vu un très grand nombre de textes analysant ce qui s'est passé en Grèce. Et en gros, on peut distinguer deux catégories de textes. D'une part, des textes qui ont analysé la situation de la Grèce dans le contexte de l'Europe. Alors, le plus détaillé que j'ai lu, c'est celui de Balibar, mais il y a eu le texte du PC, il y a eu le texte de la CGT Finance, le texte de Transform, enfin il y en a eu pas mal, hein, donc, qui essayait de comprendre ce qui s'était passé en replaçant la Grèce dans le contexte des interactions avec l'Eurogroupe, avec l'Europe, avec le néolibéralisme, etc. Puis il y a eu un certain nombre d'autres textes qui, au contraire, ont cherché, allez, je vais être méchante, le bouc émissaire, hein, ou en tout cas la cause unique, hein, l'erreur qui a été faite. Bon, il y a eu d'autres, il y a eu des intermédiaires, hein, on donne un peu les deux extrêmes. Voilà. Eh bien, la pensée du complexe est celle, effectivement, qui se retrouve dans les textes qui ont cherché à comprendre ce qui s'est passé dans l'ensemble des interactions qui ont été en jeu. Et il y a eu plusieurs textes, ils n'ont pas toujours regardé les choses, les mêmes interactions, parce que prendre toutes les interactions, c'est pas évident, hein, mais rechercher les interactions. Et puis, je vais aller plus loin et essayer d'illustrer la deuxième partie, comment utiliser certains concepts des sciences des systèmes complexes pour réfléchir sur un sujet. Alors, attention, hein, c'est une façon de considérer les choses, ça n'est pas la définition de l'Europe, de la Grèce, etc. Hein, c'est pas, de loin pas la seule façon, c'est juste pour illustrer sur un exemple concret comment on peut utiliser ces concepts. Alors, l'hypothèse dont je veux partir, c'est que l'Europe, l'UE, hein, pas l'Europe géographique, l'Europe politique, l'UE, l'Eurogroupe même, est un système dynamique qui est dans un certain état stationnaire néolibéral. Il est assez solide, hein, pour le moment, on n'est pas toujours arrivé à le faire sortir de là. L'hypothèse, notre hypothèse à nous, communistes, toute la gauche non néolibérale, c'est que il y a une multistationnarité, il y a un autre état stationnaire au moins possible. Alors il y en a même peut-être plusieurs autres états stationnaires possibles, mais il y en a un que nous souhaitons et dont nous pensons qu'il est possible, dont nous pensons qu'il existe, même si, pour le moment, eh bien, il n'a pas encore été réalisé. Mais, vous voyez, hein, on est d'un côté de la ligne de crête et on pense que de l'autre côté, il n'y a pas rien. On pense que de l'autre côté, il y a un état possible. Et ce que nous dit la théorie des systèmes complexes, c'est que si c'est vrai, alors il y a quelque part une boucle de rétroaction, un cercle vicieux ou un cercle vertueux, un cercle vicieux dans ce cas-là, qui aide à maintenir le système actuel dans son état. Et donc, si on arrive à briser cette boucle de rétroaction, eh bien, on va faciliter ou rendre possible le passage dans un autre état stationnaire. C'est assez simpliste, hein, comme façon de voir les choses, parce que j'essaye d'illustrer de façon rapide à quoi ça peut servir. Alors, l'idée, c'est de se dire, bon, s'il y a une boucle de rétroaction, on va la chercher. Qu'est-ce qu'elle peut être? Alors, est-ce qu'elle est de nature économique?
on s'aperçoit que plus l'économie libérale se renforce et plus elle fait la démonstration de ses ravages. Donc c'est pas elle qui maintient le système. C'est pas elle qui explique pourquoi les forces politiques élues dans tous les pays d'Europe sont toutes en train de pratiquer une violence, on a vu contre la Grèce, pourquoi elles se répartissent entre une droite et le social-libéralisme, pourquoi des gens qui se pensent de gauche sont encore en train de voter pour des sociolibéraux. C'est pas l'économie qui explique ça. Donc, en cherchant, la boucle de rétroaction, ça pourrait être Tina, hein, there is no alternative, il n'y a pas le fatalisme, il n'y a pas d'alternative. Si les gens sont convaincus qu'il n'y a pas d'alternative, eh ben, ça va maintenir le système dans son état. Et plus ils vont être convaincus, plus le système va être comme ça, et plus le système sera comme ça, et plus ils vont être convaincus. Alors, ils n'aiment pas le système, hein. Ils aimeraient bien qu'il y en ait un autre. Mais Tina, je dis ça en résumé, les persuade qu'un autre n'existe pas, n'est pas possible. Donc, on a là bien une boucle de rétroaction qui maintient le système. Et si cette boucle venait à être cassée, ben, le système serait extrêmement fragilisé. Et ils le savent, eux. Et ils le savent tellement qu'ils ont, vous avez vu la violence, la haine, la hargne avec laquelle ils ont tout fait pour empêcher la Grèce de démontrer qu'une alternative était possible. Pour eux, c'était vital. C'était absolument indispensable. Et donc, avec l'hypothèse issue des systèmes complexes, on arrive à un des éléments de compréhension de ce qui s'est passé, des éléments de compréhension de ce qui s'est passé, à savoir la nécessité impérative pour le néolibéralisme d'empêcher toute atteinte à cette boucle de rétroaction. Et de ce point de vue-là, le Grexit ou l'humiliation, c'est pas très différent pour eux. Donc ils pouvaient entre eux avoir des divergences sur ces choses-là. Ce qui était important, c'était surtout avant les élections en Espagne, de faire la démonstration que Tina n'est pas possible. Mais si on réfléchit sur quoi repose ce Tina, il repose en fait sur deux arguments très simplistes, très linéaires. Un, ça n'est pas possible parce que, vous voyez, l'URSS a essayé, elle a échoué, donc il n'y a pas d'alternative. Et deuxièmement, les lois économiques sont des lois naturelles, des lois des reins. C'est comme la chute des corps, on n'y peut rien, c'est comme ça, et vous n'y pouvez rien. C'est finalement l'argument le plus fort pour maintenir ce fatalisme. Or, qu'est-ce que leur volonté acharnée d'empêcher la Grèce de démontrer le contraire a fait? Mais il me semble, ça c'est une interprétation personnelle, hein, ça vient pas des systèmes linéaires, mais il me semble tout de même que là ils ont dépassé le trait, ils ont montré que c'était pas économique. Ils ont montré que c'était bien politique leur action, parce qu'économiquement ça tient pas la route, parce que c'est pas ça qui permettra aux créanciers de récupérer leur mise. Ils ont montré que c'était politique. Et donc, nous, militants, si on pense cette hypothèse correcte, pas parce qu'elle n'est pas correcte parce qu'elle vient de l'utilisation des systèmes complexes, elle est correcte si elle est politiquement cohérente. L'utilisation des systèmes complexes a permis de poser cette hypothèse, d'ailleurs il y a des gens qui l'ont posée sans avoir besoin de ça, hein. Elle a permis une des approches pour penser ça. Donc si elle est correcte, alors, eh bien, appuyer sur ce clou, utiliser ça pour démontrer, pour faire prendre conscience aux gens que c'est pas économique, mais politique,
ce qui s'est passé, que l'absence d'alternative, c'est pas parce que cette alternative allait contre une loi éternelle, mais parce qu'il y avait une volonté politique des dirigeants de l'Eurogroupe de l'empêcher, c'est peut-être quelque chose qui aiderait à fragiliser Tina. Voilà, je voudrais... Bon, c'est bien, j'ai tenu à peu près mon temps. Je voudrais tirer de tout ça deux conclusions. La première, c'est que l'utilisation de la pensée du complexe a mis l'accent sur le rôle et l'importance de la situation en Grèce et a permis de proposer un axe d'action, partir de la crise grecque pour démontrer avec plus de crédibilité l'aspect politique et non économique. Et comme je vous l'ai dit, on n'était pas obligé de passer par là pour avoir cette idée. Beaucoup de militants l'ont eu. Néanmoins, la faiblesse des manifestations de soutien à la Grèce montre peut-être une sous-estimation dans les forces de gauche, de vraie gauche, une sous-estimation de cette question, parce que les manifestations n'ont vraiment pas été à la hauteur de l'enjeu. Si vraiment cet enjeu était si important, puisque c'était le moment où il fallait essayer de faire la démonstration qu'une alternative était possible. Donc, toute notre bataille est liée à ça, réussir une alternative. Il est indiscutable que on n'a pas su convaincre de l'importance. On n'a pas eu des réactions à la hauteur. Bon, je ne suis pas du tout sûre, ni que l'utilisation de cette rhétorique aurait réussi à convaincre les gens, ni que si on avait eu des fortes réactions, ça aurait empêché quoi que ce soit. Parce que pour eux, c'est terriblement vital. Mais alors, ce qui est très important, c'est cette idée. Ce qui rend l'hypothèse plausible, ce qui m'a amené à faire cette hypothèse, c'est l'utilisation de cette pensée du complexe. Mais ce qui la rend plausible, c'est pas qu'elle ait été trouvée par telle ou telle méthode, c'est qu'elle est cohérente politiquement. Et ça, c'est très très important. Il ne s'agit pas de dire, voilà, je l'ai trouvée par cette méthode, donc c'est vrai. Il s'agit de dire, cette méthode m'a aidé à le trouver, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? La deuxième conclusion, c'est que ça ne fait pas le tour de la question, ni sur la Grèce, ni sur l'Europe, et que ça ne remplace pas d'autres analyses, que plus la situation est complexe, plus la pluralité des analyses et des propositions est nécessaire. Mais aussi, plus le simplisme, le statique, le linéaire, l'unicité de l'analyse sont dangereux. Et dangereux non seulement parmi la population qu'elle jette dans les bras des battleurs, FN compris, mais aussi dans les rangs de la gauche, avec la tentation rassurante de chercher une cause simple, un bouc émissaire, un fautif. La réalité est complexe. Ça, c'est pas la théorie qui me dit. Elle est complexe. C'est pas rassurant, mais ne pas la prendre en compte, c'est ne pas se donner les moyens de lutter. Donc, la prendre en compte ne vous donnera pas la solution. C'est pas parce qu'on va avoir une pensée du complexe qu'on va faire la révolution. D'ailleurs, la bourgeoisie, là, cette pensée du complexe. Et elle sait s'en servir tout en empêchant qu'elle soit généralisée. Voilà, c'est tout un autre volet, mais la révolution du complexe dans les sciences a eu du mal et a toujours du mal à s'imposer. Et ça pour toutes sortes de raisons, dont des raisons idéologiques et politiques. Parce qu'elle donne des armes. Après, il faut savoir se servir des armes à bon escient. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça? Devenir conscient du fait qu'on utilise déjà intuitivement une pensée plus ou moins complexe, plus ou moins dialectique. Et l'expliciter à nous-mêmes pour nous permettre de l'enrichir
et pour nous permettre de la partager. Parce que quand on a deux personnes qui raisonnent avec des modes de raisonnement complètement différents, elles ne peuvent pas se comprendre, si on n'a pas expliqué en quoi ces modes de raisonnement sont différents. Donc, enrichir autant que possible cette pensée. Et puis pour les enseignants, essayer d'enseigner la révolution du complexe chaque fois que possible, en fait, je dirais même dès la maternelle. On peut commencer, si on parle d'un arbre, on peut commencer à montrer son rôle pour les oiseaux, pour les insectes, pour ce qui pousse autour. On peut entraîner les enfants à raisonner. Ça commence aussi déjà à se faire, hein. C'est pas moi qui invente tout ça. Mais je crois que ce sont des choses qui sont rendues difficiles par l'idéologie ambiante. Encore une fois, il n'y a qu'à regarder les médias sont tous, presque tout le temps, enfin les médias dominants évidemment, hein, dans cette pensée simpliste. Et un point que j'ai oublié de dire, et qui vient quand même bien ici, c'est que complexe, c'est pas compliqué. L'analogie, l'identité entre complexe et compliqué fait partie des armes de l'idéologie dominante pour nous empêcher de penser le complexe. Et même en sciences. Moi, je suis biologiste, c'est un problème énorme, ça. Complexe peut être très simple. Il y a des systèmes complexes qui ont 3 éléments et qui ont tous ces comportements extrêmement étranges, extrêmement inhabituels. Et puis un puzzle de 2000 pièces, c'est compliqué, mais c'est pas complexe. La solution, elle est dedans. Il n'y a pas 36 manières de le faire. C'est pas inattendu, c'est prévu. Voilà. Donc, encore une fois, tous ces concepts et d'autres, il y a des exemples politiques. Si ça vous intéresse, on peut dans la discussion revenir dessus. Évidemment, bon, pas en 3 quarts d'heure raconter ce qu'il peut y avoir, même s'il est tout petit dans un livre.